Bonjour à toutes et tous, chers collègues, nous reprenons aujourd'hui nos travaux en approfondissant l'étude des enjeux de souveraineté numérique dans la commande publique, un sujet que nous portons avec beaucoup de détermination, de conviction avec l'ensemble de nos collègues à l'initiative de notre rapporteur. La plupart des témoignages que nous avons recueillis sont convergents. Les pratiques actuelles des acheteurs publics, au premier chef l'État, mais également les collectivités, peut-être un petit peu moins sensibilisés, ou encore les hôpitaux, ne sont pas à la hauteur des enjeux, ou tout le moins pleines de contradictions. C'est tout particulièrement vrai s'agissant de la protection des données publiques hébergées en nuage chez des opérateurs parfois soumis à des législations extraterritoriales. Et je tiens ici à dire au nom de mes collègues que quand nous expliquons que ces pratiques, en l'occurrence, ne nous semblent pas adaptées, c'est lié à plein de conditions préalables, évidemment, qui ne sont pas remplies, notamment en termes de moyens, d'accompagnement de ces différents acteurs. Au sein de l'État, une structure est chargée de protéger les systèmes d'information publique contre les agressions extérieures et de certifier les solutions techniques développées par des éditeurs et destinées à assurer cette protection. Il s'agit de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, qui compte près de 660 agents pour faire face à une menace cyber qui s'aggrave. L'ANSSI est, pour ce qui intéresse tout particulièrement notre commission d'enquête, l'organisme qui a défini la certification, la qualification SecNumCloud, dont l'objet est d'attester du caractère souverain des offres de cloud proposées par des opérateurs volontaires. Pour échanger avec nous à ce sujet, nous recevons M. Vincent Strubel, directeur général de l'ANSSI. Je vous informe que cette audition sera diffusée en direct sur le site du Sénat et fera l'objet d'un compte-rendu publié. Je vous rappelle également qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête sera passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal, soit 75 000 € d'amende et jusqu'à 5 ans d'emprisonnement, voire 7 ans en fonction des circonstances. Je vous invite donc à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Veuillez s'il vous plaît allumer votre micro, lever la main droite et dire « je le jure ». Je le jure. Je vous remercie. Notre commission d'enquête cherche à comprendre comment la commande publique peut servir de levier pour faire progresser la souveraineté numérique européenne et pourquoi les acheteurs publics français semblent encore très frileux à cet égard. Comment le travail de sensibilisation que réalise l'ANSSI sur le sujet est-il accueilli par vos différents interlocuteurs ? Quelles sont les principales idées reçues que vous devez combattre avec les agents de l'ANSSI ? L'application des législations extraterritoriales, notamment américaines, sur les hébergeurs de données, qui sont les prestataires de personnes publiques, nous inquiète tout particulièrement. Quel regard portez-vous sur cette menace ? La qualification SecNumCloud est-elle une parade infaillible ? Est-elle surtout adaptée à toutes les prestations d'hébergement attendues par les personnes publiques ? Quelles seraient les autres façons de développer des offres de confiance ? Et là aussi, en toute transparence, nous avons auditionné votre prédécesseur, M. Guillaume Poupard, hier, avec qui nous avons pu commencer à échanger sur ces enjeux. Par ailleurs, la transposition prochaine de la directive NIS 2 va faire entrer environ 1500 collectivités territoriales dans son champ en les qualifiant, je cite, d'entités essentielles à qui s'imposeront des obligations particulières de sécurité de leur système d'information. Elles feront nécessairement appel à des prestataires extérieurs dans le cadre de marchés publics pour les assister. Avez-vous envisagé des mesures ou au moins des actions de sensibilisation pour que les grands acteurs américains du Conseil digital n'en profitent pas pour asseoir leur position dominante ? Enfin, nous avons été interloqués, c'est le moins que l'on puisse dire, par la situation de la plateforme des données de santé, le fameux Health Data Hub, qui est hébergé pour l'instant chez Microsoft Azure, en tout état de cause depuis sa création. Comment l'ANSSI a-t-elle été associée à ces travaux et comment l'est-elle aujourd'hui, en particulier les travaux visant à la faire migrer vers un hébergement souverain en application de l'article 31 de la loi du 21 mai 2024, dite loi SREN. Je vous laisse la parole pour un propos liminaire d'une dizaine de minutes. Ensuite, monsieur le rapporteur vous interrogera, tout comme les membres de notre commission d'enquête, que je remercie une nouvelle fois pour leur présence. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Madame et Monsieur le sénateur
messieurs. Alors vous l'avez rappelé, vous avez auditionné mon prédécesseur et ancien chef, Guillaume Pouparière, donc il y aura peut-être quelques redites, mais je ne m'attends pas à ce qu'il y ait des oppositions. Je pense qu'on est assez naturellement alignés sur beaucoup de ces sujets-là. Je m'efforcerai dans ce propos liminaire, sans trop empiéter sur le temps, peut-être de rappeler très rapidement les missions de l'ANSSI, mais je pense que vous les avez bien en tête, de préciser un peu de manière succincte les différentes manières dont nous interagissons avec la commande publique, parce qu'elles sont multiples. J'ai bien noté que je devais faire un focus particulier sur les questions de cloud, et puis j'essaierai de parler en passant également de NIS 2 et d'autres manières de promouvoir une offre de confiance dans le domaine de la cybersécurité. Donc, sur le rôle de l'ANSSI, vous l'avez rappelé, nous sommes un service à compétence nationale rattaché au Premier ministre, avec cette particularité d'être une agence, une administration à vrai dire, qui s'occupe seulement de cybersécurité, là où d'autres ont mixé un peu les rôles chez nos partenaires, qui s'occupe, j'ai coutume de le dire, de toute la cybersécurité, c'est-à-dire que nous avons de multiples casquettes en tant qu'experts, en tant que porteurs de politique publique, en tant qu'opérateurs au sens propre du terme, y compris dans le rôle de cyberpompier qui est celui pour lequel nous sommes les plus connus, régulateurs également, et de manière générale, j'aime à nous présenter comme le chef d'orchestre, quelque part, d'une action collective de l'État, du secteur privé, des collectivités de plus en plus dans le domaine de la cybersécurité, tout cela naturellement sous l'autorité du Premier ministre. Nos missions, en quelques mots, elles sont triples: défendre les systèmes d'information d'intérêt pour la nation, c'est-à-dire anticiper les attaques, les détecter, et mettre fin et remédier, voire dans une certaine mesure avec la collaboration d'autres services, pouvoir les attribuer. Sécuriser les systèmes d'information de l'État et des opérateurs d'importance vitale avec un pouvoir d'injonction et un rôle de régulateur qui nous est conféré par la loi. Et puis une mission au contour plus flou mais tout aussi importante qui est de promouvoir plus généralement la cybersécurité auprès d'acteurs qui ne sont pas légitimement régulés, sur lesquels nous n'avons pas d'autorité, mais pour lesquels nous pouvons faire en sorte qu'il y ait l'offre de formation, les préconisations, l'offre de solutions industrielles répondant à leurs besoins. Comme vous pouvez le faire au demeurant avec les parlementaires, par exemple, au début de notre mandat, nous avons eu le droit justement à un certain nombre d'actions de sensibilisation. Il faut ici le dire, la commission d'enquête est là pour rappeler également les actions positives qui peuvent être conduites par les uns et par les autres. Il est évident que vous êtes des cibles pour une menace qui pour le dire très succinctement là encore, cumule plusieurs composantes. Notre cœur de métier historique, c'est de répondre à des menaces étatiques, ce sont des États qui nous espionnent, qui, pour certains maintenant, mènent des actions de déstabilisation, voire de sabotage, mais aussi, et c'est une composante qui s'est renforcée ces dernières années, face à des acteurs du crime organisé, alors qui ont ou pas des liens avec des États, mais qui poursuivent une logique principalement lucrative, qui cherchent à faire de l'argent en volant des données, en paralysant des systèmes d'information, et puis également une composante dite activiste, qui est plus difficile à définir, puisque c'est finalement des acteurs qui mènent des cyberattaques au nom de causes diverses, qui poursuivent finalement un objectif fondamental de sidération, de provoquer la sidération, de marquer les esprits au service de différentes causes dont ils se revendiquent, et parfois surtout de leur image personnelle. J'en dirai pas plus sur ce tour d'horizon de l'ANSSI. Notre intervention dans le champ de la commande publique, qui concerne plus particulièrement cette commission, je commencerai par dire que nous n'avons pas, sauf cas particulier, de pouvoir de contrainte. Nous avons un rôle fondamental de conseil dans différentes dimensions, avec un cœur de métier historique qui est celui de l'analyse et de l'appréciation des risques. Donc nous sommes auprès d'entités que nous accompagnons, qui peuvent être des administrations, des collectivités, des acteurs du secteur privé, notamment des opérateurs d'importance vitale, pour les aider à identifier les risques afférents à l'usage du numérique dans tel ou tel cas d'usage, à les identifier, à les estimer, pas à les endosser. Donc le rôle de l'ANSSI dans ces cas-là est un rôle de conseil. Le fait d'accepter ou non des risques, de prendre des mesures pour y faire face, repose in fine sur la responsabilité des entités que nous accompagnons, et il ne saurait en être autrement, parce qu'il s'agit évidemment de concilier ça avec d'autres impératifs budgétaires, de délai, de performance. Nous accompagnons également ces entités dans la conception de leur système d'information, en les appuyant dans des choix de solutions, d'architecture, là encore sans les déresponsabiliser, sans imposer des choix, mais en étant force de conseil, voire d'instruction de questions plus spécifiques.
Cet accompagnement, il peut être individualisé. Nous accompagnons des grands projets de l'État ou des opérateurs d'importance vitale. Et puis, il a aussi une dimension systémique par la publication d'un certain nombre de guides, de recommandations qui fixent les bons principes à déployer dans le choix d'architecture d'un système d'information, par exemple. Je le précise en passant, parmi les guides que nous publions, nous en avons élaboré un certain nombre à destination des acheteurs publics, plus spécifiquement pour les accompagner dans la définition d'exigences de cybersécurité, notamment un guide que nous avons élaboré avec la direction des achats de l'État en 2019 pour fixer des clauses types de cybersécurité à inclure dans des marchés publics. Je le précise à cet endroit-là, j'aurais pu le faire en propos, au tout début de mon propos liminaire, tout ça à des fins de cybersécurité. Vous avez beaucoup parlé de souveraineté numérique. Les deux notions sont naturellement assez convergentes, mais il n'y a pas de recouvrement strict. Et la mission de l'ANSSI est au nom de la cybersécurité, donc la liste contre des cyberattaques et des intrusions potentielles dans les systèmes d'information. Je range dans cette catégorie de rôle de conseil aussi la collaboration plus générale que nous avons depuis de nombreuses années et qui ne fait que s'intensifier et qui a vocation à s'intensifier avec la DINUM pour fixer les grands cadres et les grandes orientations du numérique de l'État au sens large à travers la directive, la circulaire Cloud au centre dans ses différentes incarnations. Nous avons été associés dès le début, dès sa genèse, dans une salle au 58 rue de Varennes, un soir tard où on a posé les premiers principes de ces choses-là, puis dans sa ces précisions successives dans la stratégie du numérique de l'État qui est co-élaborée, évidemment portée par la DINUM, mais à laquelle l'ANSSI est étroitement associée pour essayer de fixer des grandes orientations qui reflètent aussi les enjeux de cybersécurité. Au-delà de ce rôle de conseil, nous avons un rôle d'éclairage des choix pour identifier les solutions de qualité, de confiance, celles que nous recommandons pour certains cas d'usage, recommandons à l'État ou aux entreprises, avec ce que nous appelons de manière générale les visas de sécurité qui recouvrent un certain nombre de labels qu'on appelle de certification, de qualification, je ne rentrerai pas dans ces détails-là, qui couvrent à la fois des produits au sens d'équipements matériels, un pare-feu matériel, des logiciels, mais également des services d'audit, des services de détection par exemple, des services de cloud. Et donc la qualification Secnum Cloud est un de ces visas de sécurité définis spécifiquement sur les prestations de cloud. Je précise que ces cadres de certification, de qualification, sauf cas particulier, ne constituent pas des obligations. Déjà, ils relèvent d'une action volontaire des développeurs ou des prestataires de services qui choisissent de se soumettre à une évaluation exigeante et à leurs frais, avec un risque d'échec qui est significatif, parce que je pense que, et c'est un gage de qualité de ces démarches-là, que régulièrement il y a des échecs de qualification, parce qu'un produit n'a pas les bonnes propriétés de sécurité, qu'on les met en défaut, parce qu'un prestataire n'est pas capable de démontrer la compétence ou les exigences de confiance qu'on souhaite garantir. Il n'y a pas d'obligation non plus, sauf cas très particulier, dans le choix de recouvrir à une solution couverte par un visa de sécurité. C'est le choix des acheteurs. C'est quelque chose que nous recommandons. Et là encore, autant à l'État, au service de l'État qu'aux entreprises, que nous imposons dans quelques rares cas qui sont fixés par la loi. Pour les opérateurs d'importance vitale, ils ont certaines obligations dans le recours de prestations de détection, par exemple, ou d'audit, qui doivent être qualifiées par l'ANSSI. Pour les administrations en matière de signature électronique, dans le domaine de l'identité numérique qui relève d'un cadre européen, dans le domaine du cloud, demain, pour une certaine définition de demain, avec la loi SREN qui va donner force de loi et étendre le champ de ce qui était aujourd'hui porté par une circulaire, la circulaire Cloud au centre. Je précise là encore, au risque de le marteler, que la finalité de ces qualifications, de ces visas de sécurité, c'est la cybersécurité et pas la souveraineté en tant que telle. Il n'y a pas de dispositif réservé à des fournisseurs français ou européens, sauf bonne raison du point de vue de la cybersécurité. C'est le cas de la qualification Secnum Cloud, j'y reviendrai. Mais de manière générale, il n'y a pas d'obligation de cette nature-là. La réalité des faits est quand même que le catalogue de solutions qualifiées par l'ANSSI est principalement français ou européen parce que c'est des dispositifs qui intéressent particulièrement les prestataires européens ou les fournisseurs de solutions européens. Simplement là-dessus, quand vous dites principalement, c'est un pourcentage que vous pouvez évaluer? Je ne me risquerai pas à vous donner une évaluation précise là parce que je n'ai pas un chiffre précis. Vous pourrez nous la fournir après l'audition à ce moment-là. Vous dire ça, merci. Mais c'est très majoritaire. Ne le prenez pas pour argent comptant, mais je pense que 80 à 90% des solutions, un peu variables selon les domaines, sont plutôt des solutions françaises.
Autre remarque sur ces visas de sécurité, c'est que généralement nous portons un niveau d'exigence élevé. C'est là qu'est notre plus-value, c'est de définir les niveaux d'exigence élevés, ceux qui répondent en particulier à des attaquants de niveau étatique. Et donc c'est là-dessus que nous avons concentré notre expertise plus particulièrement. Dernier rôle en lien avec la commande publique, c'est celle de faire émerger des solutions. Donc nous avons une action naturellement tournée vers l'écosystème national de fournisseurs privés de solutions de cybersécurité, en veillant à bien séparer les rôles, parce qu'on ne peut pas être à la fois juge et partie. Donc les équipes qui délivrent des visas de sécurité ne sont pas les mêmes que celles qui font le lien avec l'écosystème et le développement, la politique industrielle au sens large. Nous intervenons par nature, et c'est aussi une garantie d'objectivité ou de non-mélange des genres, en partenariat avec les acteurs naturels de la politique industrielle, qu'il s'agisse du SGPI, du Secrétariat Général pour l'Investissement dans le cadre de France 2030, sur lequel nous avons orienté un certain nombre de guichets ou d'appels à projets pour développer des solutions d'avenir, de la Direction Générale des Entreprises, en lien avec les comités stratégiques de filière, des industries de sécurité, du numérique de confiance, avec les campus cyber, qui sont un objet un peu nouveau dans le paysage, mais qui sont un lieu de rencontre naturel entre des offreurs et des bénéficiaires, à travers aussi des dispositifs de soutien spécifiques aux visas de sécurité. Nous avons par exemple avec la DGE et BPI France, pour la deuxième année consécutive, un dispositif de soutien à Secnum Cloud, qui permet de soutenir des PME, de les subventionner dans des démarches permettant de les amener vers la qualification Secnum Cloud, et qui a rencontré un franc succès, puisque je crois qu'on a eu 21 bénéficiaires l'an dernier, 27 au deuxième tour cette année. Nous avons aussi des discussions qui sont toujours assez prudentes, mais que nous nous efforçons de mener avec les fonds d'investissement, parce que ça fait aussi partie des acteurs avec lesquels il faut se coordonner, avec lesquels on peut passer des messages sans travestir notre rôle de service public, pour là encore, encourager l'investissement dans des solutions d'avenir dans le domaine cyber. Et puis évidemment, nous travaillons aussi dans la lignée de cette politique de développement des offres de confiance avec les acheteurs, avec la direction des achats de l'État, avec l'UGAP, pour veiller au bon référencement autant que possible dans les différents catalogues de ces solutions, en particulier celles qui disposent d'un visa de sécurité, mais plus généralement des solutions françaises. Je fais une petite parenthèse sur NIS 2, puisque vous avez soulevé la question. Donc NIS 2 va créer un appel d'air et un fort besoin de cybersécurité, qui doit naturellement bénéficier en priorité aux acteurs nationaux et européens. Pas forcément par la contrainte, parce que nous avons suivi le principe, je ne vais pas faire un exposé complet sur NIS 2, mais de ne pas surtransposer, c'est pas ce que prévoit la directive, mais nous cultivons et nous nous efforçons de saisir autant que possible l'opportunité qu'elle va représenter, notamment en travaillant avec l'écosystème des offreurs de solutions, développeurs de produits, prestataires de services nationaux, pour travailler avec eux à ce que les offres répondent aux besoins, et également en travaillant avec les acheteurs, parce que je pense que nous avons un travail engagé pour définir des clauses spécifiques liées à NIS 2 qui soient applicables par des acheteurs publics, notamment dans le domaine des collectivités, qui seront une part significative du champ d'application de cette directive. Quelques mots sur le cloud, plus spécifiquement, puisque je sais que c'est au cœur de vos préoccupations. Alors déjà pour vous dire que depuis l'émergence du cloud, il y a une conviction au sein de l'ANSSI qui n'a pas changé sur le fait qu'il y a des besoins spécifiques en ce qui concerne le recours au cloud pour des hauts niveaux de sécurité, que certains cas d'usage ne peuvent aller dans le cloud que si on apporte des garanties élevées de cybersécurité qui ne sont pas celles offertes par les prestataires sur étagère, les leaders du marché eux-mêmes, mais qui portent des exigences spécifiques pour des besoins bien spécifiques. C'est ça qui a conduit à la définition de Secnum Cloud. Alors je sais que Guillaume Poupard vous en a parlé. Je vais faire peut-être quelques redites, mais au-delà d'en être désormais dépositaire, je pense que je peux être aussi complice de l'élaboration de Secnum Cloud, puisque dans mes fonctions précédentes à l'ANSSI, j'étais en charge des équipes qui ont élaboré ce référentiel et qui ont travaillé à toute sa déclinaison dans la circulaire Cloud au Centre notamment. Donc il y a une forme d'alignement et de poursuite naturelle sur ces exigences. Secnum Cloud, c'est pour nous le référentiel qui fixe un niveau d'exigence de cybersécurité élevé sur tous les angles. C'est quelque chose qui porte des exigences fortes en matière technique,
et je le précise, les exigences techniques de Secnum Cloud, qui représentent la majorité des exigences du référentiel, ne sont pas satisfaites même par les leaders du marché. C'est quand même des exigences de sécurité renforcées pour des besoins bien spécifiques. Des exigences en matière organisationnelle, qui est responsable de quoi au sein du prestataire, en termes de relations contractuelles avec le client, pour bien préciser les rôles de chacun. Et puis, et c'est souvent ça qu'on retient dans Secnum Cloud, mais au final, ça ne représente qu'une page dans les 55 pages du référentiel, sans même parler de toutes les annexes et les documents auxquels il renvoie, une exigence sur le droit applicable aux données, qui doit n'être que le droit de l'Union européenne, partant du principe que ça doit exclure le droit extraterritorial, qui n'est pas celui de l'Union européenne, qui permettrait l'accès à des acteurs étrangers non européens aux données. Derrière tout ça, il y a une conviction que tout ça forme un tout cohérent et indissociable, qu'on ne peut pas, en termes de cybersécurité, je le précise, distinguer ou séparer les exigences techniques des exigences de droit applicable ou des exigences organisationnelles. Avoir des exigences de niveau technique, de nature technique très élevées, mais sans contraindre le droit applicable aux données, ça n'aurait aucun sens dans ces cas d'usage-là, où on doit résister, y compris à des acteurs étatiques. Ça n'aurait pas plus de sens que de mettre une porte blindée sur une maison et de laisser les fenêtres ouvertes. Je le précise, et ça renvoie peut-être à la question que vous posez sur les idées reçues, que dans notre analyse, il n'y a pas de contre-mesure technique permettant de protéger du droit à portée extraterritoriale. Le chiffrement, la localisation des données et l'anonymisation, ça complique peut-être les choses, mais ça ne rend pas impossible la captation des données en vertu du droit applicable. Il n'y a pas non plus de contre-mesure de nature contractuelle. Un prestataire américain, même si évidemment on peut se poser la même question pour des prestataires chinois et puis pour n'importe quelle autre nationalité non européenne, un prestataire américain qui vous promettrait de ne jamais donner vos données à une autorité, même judiciaire américaine ou du service de renseignement, même si la loi le permet. En substance, il vous promet d'aller en prison pour vous. Je pars du principe qu'on ne peut pas le croire. Il n'aurait pas intérêt à le faire. Il ne va pas le faire. Simplement sur ce point-là, parce qu'après, je souhaiterais pouvoir passer la parole à monsieur le rapporteur et aux collègues membres de la commission d'enquête. On est bien d'accord que sur l'immunité aux législations extraterritoriales, aujourd'hui, à la condition d'en avoir la volonté politique, techniquement, juridiquement, quand je dis techniquement, ce n'est pas sur les aspects de sécurité que vous avez rappelé tout à l'heure, mais nous pouvons bien garantir dans l'écriture des documents des marchés le fait que nous exigeons cette immunité. C'est tout à fait aujourd'hui possible. Enfin, les différents témoignages que nous avons pu recueillir en attestaient. En tout cas, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais de la manière dont c'est écrit dans le référentiel Secnum Cloud et évalué dans les qualifications Secnum Cloud, nous pensons que nous offrons un bon niveau de garantie de non-exposition à du droit extraterritorial. C'est des critères qui ensuite se déclinent en termes d'implantation, de capitalisation et de choses comme ça, même si... voilà. Mais je pense que dans les questions, il y aura le sujet de la dissociation entre Secnum Cloud, qui est en effet une qualification qui paraît opportune, mais un sujet pour nous absolument prioritaire, c'est cette immunité aux législations extraterritoriales qui devrait avoir vocation à être, de notre point de vue, généralisée. Ça répond peut-être... Je voudrais compléter, parce que pour être un peu plus direct, vous venez de dire clairement, il y a quelques instants, qu'on ne peut pas garantir à une société étrangère, qu'elle soit chinoise ou américaine, de ne pas pouvoir redonner les données à leur pays s'il y a une demande. Donc il n'y a aucune garantie de sécurité propre sur les données qui sont mises dans le cloud, parce que si c'est un hébergeur étranger, soumis à une loi extraterritoriale, il est obligé de donner. Ça, ce n'est pas garanti dans le Secnum Cloud. C'est ça que je veux savoir. Alors, si Secnum Cloud garantit contre la captation par le droit extraterritorial. Il garantit, et c'est une exigence forte du référentiel, que les données qui sont mises dans un cloud Secnum Cloud ne sont soumises qu'au droit de l'Union européenne, à l'exclusion de tout autre droit. Mais vous avez rajouté que vous seriez surpris qu'un acteur étranger aille en prison pour ne pas avoir donné les données à son pays qui le demande. J'ai dit que ça amène dans Secnum Cloud à des exigences qui sont celles qui souvent sont critiquées par de nombreux acteurs, en tout cas non européens, qui consistent à dire ne peut être qualifié Secnum Cloud qu'un prestataire européen pour une certaine définition d'européen qui se retrouve dans le référentiel, qui se traduit en termes de capitalisation, et la conviction profonde que
il n'y a pas d'autre manière de se prémunir en l'état des technologies d'une obligation d'accès qui serait fondée sur le droit extraterritorial des États-Unis, de la Chine, de n'importe quel autre pays qui ne soit pas le droit européen sur lequel nous avons un droit de regard et voix au chapitre. Pour être des données sensibles, pour être plus clair, Microsoft qui héberge les données n'est pas pour vous, en termes de souveraineté, 7 Newt Club. Il ne peut pas dire voilà, je garantis absolument que ces données ne sortiront pas du pays. C'est tout le fondement des projets du type bleu qui visent à faire héberger de la technologie Microsoft par des prestataires, français en l'occurrence, qui satisfont dans notre analyse, alors qui posent d'autres questions de dépendance technologique, mais là ce n'est pas le champ de Secnum Cloud, et la question pourrait se poser vis-à-vis d'autres technologies, de l'utilisation de VMware assez généralisée par beaucoup de prestataires cloud aussi, hein. Donc c'est pas ça le champ, mais dès lors qu'une technologie Microsoft, Google, peu importe, est hébergé par un acteur européen, nous pensons que ça offre un bon niveau de garantie sur le fait que cet acteur-là ne soit pas soumis sans voie de recours au droit américain, à l'exclusion du droit européen. En réponse à votre question, Monsieur le Président, sur le fait de séparer ces critères, je disais à l'instant, ça n'aurait pas de sens d'avoir des exigences techniques de niveau élevé sans les prolonger dans le domaine du droit. Du point de vue de la cybersécurité, et là ça ira, c'est une réponse négative à la question que vous posez, mais du point de vue de la cybersécurité, je le précise, pour moi ça n'a pas de sens d'avoir une exigence de soumission exclusive au droit européen, donc de non-soumission au droit extraterritorial, si on n'a pas en parallèle des garanties techniques de niveau élevé. Parce qu'aujourd'hui, la réalité des choses, c'est que la majorité de la captation des données de nos collectivités, de nos établissements de santé, de nos caisses d'assurance, de nos entreprises, ce sont des cyberattaques. Donc des moyens techniques d'accès, de contourner la cybersécurité. Donc notre point de vue en termes de cybersécurité... Juste sur ce point-là quand même, parce que c'est vrai que ça revient régulièrement dans les auditions que nous conduisons, c'est de dire, non mais attendez, il y a plusieurs paramètres que nous devons prendre en compte, notamment la sécurité, et nous en sommes ici parfaitement conscients. Mais ce que nous ont bien dit les différents opérateurs que nous avons rencontrés, parce que c'est vrai qu'on peut avoir cette idée que finalement il y a les champions américains qui sont les meilleurs en termes de sécurité et puis les opérateurs européens qui éventuellement peuvent faire des choses correctes mais ne sont pas dans les mêmes standards. Or tout le monde nous a bien confirmé qu'aujourd'hui, au moment où nous nous parlons, le niveau de maturité des opérateurs français et européens est aujourd'hui équivalent, enfin votre prédécesseur nous l'a bien redit, et donc qu'à partir de ce moment-là, on pouvait peut-être grader des niveaux de sécurité. Donc quand on dit, enfin quand je vous disais tout à l'heure, dissocier le sujet de l'immunité aux législations extraterritoriales de la question de la sécurité, ça ne veut pas dire qu'on ne considère pas le sujet de la sécurité, mais qu'on pourrait envisager le sujet de la sécurité étant commun à toutes les préoccupations liées à l'hébergement des données, mais de pouvoir exiger une immunité aux législations extraterritoriales sans avoir nécessairement à recourir à la qualification Secnum Cloud. Parce qu'en fait, là aussi, des acheteurs publics nous ont dit que dans un certain nombre de cas, ça n'était peut-être pas forcément nécessaire. Donc, c'est tout l'enjeu, c'est de ne pas tomber dans, enfin en tout cas pour nous, dans ce qui pourrait apparaître comme un travers, disant si vous voulez la sécurité maximale, et si vous voulez une vraie sécurité, c'est soit Secnum Cloud, soit des champions américains, parce que si vous êtes juste sur l'immunité aux législations extraterritoriales, vous ne prenez pas en compte la question de la sécurité. Aujourd'hui, on peut considérer que du côté acheteur public comme des opérateurs économiques de la filière, ces préoccupations-là sont bien prises en compte. Enfin, il y a plusieurs dimensions dans votre remarque, Monsieur le Président. Il y a alors, le fait que, par nature, les acteurs européens soient moins sécurisés sur le plan technique que les acteurs américains, c'est évidemment faux. Les acteurs nationaux européens peuvent apporter un très bon niveau de sécurité technique. En revanche, alors, moi, dans mon rôle d'éclairage des choix par des labels, par des visas de sécurité, je dois vérifier. Donc je dois fixer des exigences et les vérifier. Je ne peux pas juste partir du principe que par nature, un acteur européen, il est forcément bon techniquement. Il peut l'être, il n'y a rien qui l'empêche, et c'est une réalité, il y en a qui sont très bons, mais par nature, on doit vérifier. Et c'est toute la plus-value, d'ailleurs, de cette démarche de visa de sécurité qu'un acteur indépendant, expert,
va vérifier les choses et pas simplement faire confiance à un discours marketing, fût-il porté par des acteurs européens de très grande qualité, mais voilà, nous, notre métier, c'est de faire confiance, mais de vérifier, pour ne pas le dire en anglais. Je confirme aussi que la vocation de Secnum Cloud, et c'est ça qui a guidé la définition de ce référentiel, c'est un niveau élevé de sécurité. C'est de couvrir des cas d'usage qui sont au cœur de notre activité, y compris celle sur laquelle le législateur a bien voulu nous doter d'un pouvoir de régulation, les besoins des opérateurs d'importance vitale. Pour nous, un opérateur d'importance vitale, si ça met quelque chose dans le cloud de critique, ça doit aller dans un cloud Secnum Cloud, parce que ça doit offrir une bonne résistance, y compris face à des acteurs stratégiques avec des leviers relevant du droit à portée extraterritoriale, mais aussi avec des très bonnes capacités techniques. Donc, d'où ce niveau élevé. Est-ce que des niveaux intermédiaires sont envisageables, possibles? Oui. Est-ce que, du point de vue de la cybersécurité, et j'insiste sur ce caveat, est-ce que ça aurait un sens de n'exiger que la nationalité européenne? Évidemment, ça n'a pas de sens, mais une implantation européenne et un statut européen et une exposition exclusive au droit européen, non, si ce n'est pas assorti en parallèle de vérification technique. Naturellement, ça peut avoir un sens d'un point de vue de politique industrielle, mais ça, c'est moins mon domaine. Évidemment, tous ces sujets-là, nous les portons aussi au niveau européen, et ça fait partie aussi des champs sur lesquels une des vocations, c'est de poser un cadre qui soit, et les cadres de certification européens le prévoient, d'avoir différents niveaux de gradation des exigences. Un niveau substantiel, un niveau élevé. Aujourd'hui, Secnum Cloud se positionne naturellement, pour les raisons que je vous ai expliquées, au niveau élevé. Peut-être que demain, il pourrait y avoir un niveau substantiel. Évidemment, et ça ne vous aura pas échappé, notre conviction partagée avec nos partenaires européens, enfin, que nous partageons volontairement avec nos partenaires européens, sur le fait qu'il y a besoin de ne pas faire que de la technique, mais aussi de couvrir le droit applicable, ne fait pas consensus, voire c'est heurté à différentes formes d'opposition. Qui, pour partie, sont des procès d'intention. Hein, on nous a reproché de vouloir faire du protectionnisme. Bon, c'est un mot tabou dans certains cadres. On nous a reproché de ne pas être réaliste. Et voilà, là encore, il y a un procès d'intention qui est faux, hein, de dire que l'offre européenne est forcément moins bonne que l'offre américaine ou chinoise. C'est faux, mais c'est ancré dans certains esprits. Et donc ça a une sorte de persistance rétinienne, je pense. Et puis évidemment, il y a eu une objection forte d'un certain nombre d'acteurs américains en particulier, y compris reprise au niveau gouvernemental, ce qui est naturel. Hein. Voilà. Ces débats, je pense que... ils sont arrivés à un point de blocage en 2024, ils reprennent aujourd'hui dans un contexte géopolitique qui est un peu différent. Donc je suis plutôt optimiste sur l'avenir et sur le besoin qui est ressenti, je pense, de manière assez large aujourd'hui à l'échelon européen, de manière générale et sans le limiter au seul cloud, de mieux maîtriser nos dépendances numériques. Donc je pense que c'est un sujet sur lequel nous allons travailler avec la nouvelle mandature européenne et avec nos partenaires dans ce contexte un peu nouveau. Pour terminer ce propos déjà un peu long sur une conclusion optimiste au-delà du cloud, moi il y a une action que je tiens à souligner qui montre aussi qu'on peut faire des choses dans le domaine de la commande publique, alors certes dans un cadre particulier. L'ANSSI a publié récemment le bilan de ce qu'on a appelé les parcours de cybersécurité, plus généralement l'usage qu'on a fait du plan de relance, puisque dans le plan de relance post-Covid, l'ANSSI a été dotée in fine de 176 millions d'euros, qu'elle a consacré à ce qu'on a appelé des parcours de cybersécurité qui ont permis à 950 entités publiques, établissements de santé, collectivités et administrations, principalement collectivités, d'être accompagnées dans un diagnostic de cybersécurité, dans une démarche de sécurisation. Et le reste a été consacré pour grande partie à de l'équipement en solutions de cybersécurité dans le cadre d'appels d'offres. Le bilan que nous avons publié, je crois, il y a 3 semaines, montre que tout ça marche bien. Au final, ça a donné lieu à plus de 80% de recours à des solutions françaises, qu'il s'agisse de prestataires ou de solutions logicielles, par exemple. Si on l'étend à l'UE, on est à plus de 90% de recours à des solutions européennes, en mobilisant un large tissu d'acteurs, y compris dans la proximité, y compris des TPE, dans l'ensemble du territoire, y compris les Outre-mer, et avec un vrai satisfecit des bénéficiaires. Et un vrai impact, je le précise, même si ça va sans dire, sur le niveau de sécurité, parce qu'on a vraiment... j'ai la conviction fondée dans les faits qu'on a notamment grâce à ça sauvé des hôpitaux. Parce que des hôpitaux qui ont été attaqués par le bénéfice apporté par ces parcours de cybersécurité ont su faire face là où avant ils auraient été victimes. Donc voilà.
C'est une note d'optimisme, évidemment, en soulignant le fait que tout ça, ça nécessite des moyens et une vraie mobilisation et un cadre particulier qui était celui du plan de relance, qui était ciblé sur des acteurs européens. Donc, voilà. Merci, monsieur le rapporteur. Merci pour vos explications. Donc, j'ai noté beaucoup de choses dans vos propos. D'abord, le fait que vous n'avez pas de pouvoir de contrainte, simplement de conseil et pas d'obligation. On a l'impression que dans la sécurité numérique, on a plein d'acteurs, la DIMU, l'ANSSI, tout ça. Il n'y a aucun pilote dans l'avion, tout se percute, il n'y a pas de coordination, je dirais. C'est ce que je ressens depuis les auditions. Une chose importante, vous avez dit, le SecNut Code infaillible, mais pas en dehors des lois extraterritoriales, c'est une obligation. Ça, c'est important de le savoir. C'est-à-dire, techniquement, on est capable de faire des choses magnifiques, on peut aller presque au bout d'un système ultra sécuritaire, sauf qu'en cas de loi extraterritoriale, on est un petit peu bloqué. Et j'en reviendrai à ce qui m'a fait un peu plaisir dans votre rapport. Vous avez proposé 80 à 90% de solutions françaises. Mais quand vous faites des écrits ou c'est simplement des conférences est-ce qu'il y a des écrits là-dessus? Par exemple, quand vous avez reçu, je suppose, les gens qui ont passé le marché à Microsoft pour L-Data Hub, vous avez dû les consulter. Donc, est-ce qu'il y a des écrits en proposant des solutions franco-françaises ou du moins européennes? Est-ce que vous avez ça pour l'enseignement supérieur et notamment pour Polytechnique, qui quand même a eu des données sensibles hébergées? Je voudrais savoir si vous aviez recommandé, puisque vous n'êtes que en conseil, hein, vous n'avez pas de pouvoir de contrainte, c'est d'ailleurs dommage que vous n'ayez pas de pouvoir de contrainte, après ce que j'ai entendu aujourd'hui. Donc, est-ce que vous avez des écrits, vous pouvez les faire parvenir? Parce que c'est important de les avoir, s'il y a eu des échanges pour dire, voilà, on a telle société française qui pourrait répondre dans le domaine sécuritaire, comme vous l'avez très bien dit, en termes de technicité ou de volume, à la commande publique qui était faite, puisque on l'a rappelé, ces gens-là, les start-up ne vivent pas de subsides. Ce qu'ils veulent, c'est de la commande. Ce n'est pas en faisant un subside qu'on les aide à développer. Les Américains ont fait ça il y a très longtemps. Et nous, on a l'impression qu'on n'est pas capable d'aider nos jeunes start-up si elles sont, comme vous le dites bien, vérifiées par vos services en matière de sécurité et en compétences. Troisième chose, donc vous faites un sourcing. Je suppose que vous avez 21 entreprises, vous avez parlé, qui sont capables, et on en sait aussi, on a auditionné. Moi, ce qui m'inquiète quand même, c'est qu'aujourd'hui, bien sûr, il y a un petit revirement, puisqu'on est en guerre économique avec ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique. Hein, on rentre vraiment dans le sujet, et on sait que les données sécuritaires sensibles, c'est important. Donc moi, j'aurais voulu savoir, dans vos échanges avec l'UGAP, puisque l'UGAP a dû quand même, quand ils ont fait leur marché global, ils ont mis sur l'étagère Microsoft. Et on a l'impression que le ministère, qui ont été chargés en stratégie numérique, on demande à l'UGAP pour se charger, tiens, vous pouvez faire des appels d'offres pour nous, qu'est-ce que vous proposez? Et j'aimerais bien dans vos échanges s'il y a des gens qui ont été consultés, des start-up françaises ou européennes, dans cette démarche-là, parce qu'on a l'impression qu'on a tout fait pour que ce soit Microsoft qui soit arrivé avec une commande quand même qui dépasse quelques centaines de millions d'euros. Moi, j'aimerais savoir, à votre avis, puisque vous êtes l'ANSSI, est-ce qu'à l'époque, ou même aujourd'hui, hein, puisqu'on en parle, des sociétés françaises auraient pu être retenues à la place de Microsoft? Monsieur Strubel, et puis les collègues qui souhaitent intervenir, n'hésitez pas à vous signaler. D'abord, sur réponse simple à votre remarque sur le fait qu'il n'y ait pas de pilote dans l'avion, en matière de cybersécurité, si, c'est l'ANSSI. Elle est l'autorité nationale de cybersécurité et de cyberdéfense, c'est défini dans le Code de la Défense. Elle a un pouvoir d'autorité qui est fondé par la loi, et donc qui s'inscrit dans les limites de la loi, qui aujourd'hui porte sur les opérateurs d'importance vitale, c'est dans le Code de la Défense, qui demain sera étendu aux entités régulées au titre de Nice 2, au titre du projet de loi résilience qui a été voté par le Sénat, qui débute son examen à l'Assemblée nationale. Mais évidemment, nous n'avons pas un pouvoir arbitraire de contrainte. Je pense que ce n'est pas à vous que je dirais que ça n'aurait pas de sens. Et je vous partage ma conviction, par ailleurs, que nous n'avons pas vocation à tout réguler et à imposer des contraintes dans tous les domaines, y compris aux entreprises, parce que ça fait partie aujourd'hui de notre champ de mission. Je pense que, voilà, là encore, sur le projet de loi résilience, nous sommes tenus à une transposition sèche et pas de surtransposition, parce qu'on sait très bien aussi les reproches qui sont faits à l'État et qui sont parfois légitimes sur le fait de surtransposer et d'être plus exigeant que ne le sont nos voisins, ce qui nuit à notre compétitivité. Alors, des clarifications, parce que dans votre question, vous
vous me dites que Secnum Cloud n'est pas infaillible vis-à-vis du droit extraterritorial. Si Secnum Cloud apporte une garantie forte, il n'y en a jamais de 100%, mais voilà, infaillible, ça n'existe pas dans le domaine de la cybersécurité. Mais ça, voilà. Voilà. C'est quoi forte? Ça veut dire qu'on met les choses, mais s'il y a une demande du pays extraterritorial qui demande des données, juridiquement, la personne est une donnée. Sinon, elle se retrouve devant un problème de prison. Non, mais ce domaine-là, moral, de redevoir donner au pays qui le demande avec une loi extraterritoriale, c'est une obligation que vous ne pouvez pas tenir. Pour se projeter, alors dans un scénario hypothétique, mais pas forcément tant que ça, rien n'empêche un juge au Texas ou un service de l'État chinois au titre du droit américain ou chinois, se tourner vers OVH et dire « donnez-moi les données ». Après, on fait le pari que... C'est français, je parle plutôt de Microsoft. Oui, mais Microsoft ne sera pas qualifié Secnum Cloud. Donc c'est pour ça. Vous venez de me dire que le Data Hub n'est pas Secnum Cloud, alors, si vous voulez, non? Ah d'accord, il n'est pas. Non. Il n'est pas. Et les données de l'enseignement supérieur d'Opétechnique n'est pas sécuritaire, n'est pas Secnum Cloud, il n'est pas reconnu. Ce ne sont pas des prestataires qualifiés Secnum Cloud. Voilà. Là encore, alors, en précisant bien que la stratégie cloud au centre de l'État et demain la loi SREN ne fixe pas d'obligation de recours systématique à des prestataires Secnum Cloud. Elle fixe une obligation d'analyse de la sensibilité des données et de recours à des prestataires Secnum Cloud dans le cas où les données présentent une sensibilité particulière. Et c'est ce point d'équilibre qui a été... l'ANSSI est partie prenante, puisque nous avons travaillé à cela avec la DINUM et avec le reste du numérique de l'État au sens large, consistant à se dire, il y a, là encore, Secnum Cloud répond à des besoins de sécurité d'un niveau élevé pour des données particulièrement sensibles de l'État, sans qu'on puisse forcément en donner une liste exhaustive, mais il y a un certain nombre de critères qui sont donnés tant dans la circulaire que dans la loi. Évidemment, il n'est pas raisonnable de mettre ces données ailleurs que dans Secnum Cloud, en l'état du droit. Modulo, les exemptions, les modalités temporaires, etc., sur lesquelles je ne doute pas que vous ayez eu diverses explications. En revanche, il y a plein de données qui ne sont pas sensibles et qui n'ont pas vocation à se voir imposer le recours à un prestataire de sécurité offrant une sécurité particulièrement élevée, qui a un surcoût. Une offre Secnum Cloud, aujourd'hui, ça coûte plus cher qu'une offre de cloud grand public. C'est normal, ça coûte plus cher parce que ça apporte plus de sécurité. Et c'est un arbitrage qu'on rencontre dans l'ensemble des dimensions de notre métier. Quand on préconise un niveau de sécurité élevé, ça coûte plus cher. Et donc il faut savoir doser le niveau de sécurité, ce qui est aussi le cœur de notre activité dans l'analyse de risque. Peut-être pour finir sur l'UGAP. Par rapport à l'UGAP, consulté quand ils ont fait l'offre de marché numérique global pour avoir des recommandations. L'UGAP, dans ma compréhension, sans être moi-même un expert de la commande publique, l'UGAP tient un jour des catalogues, donc avec une pluralité de solutions dedans, qui correspondent à des besoins exprimés par ses bénéficiaires, dans lequel on va trouver du Microsoft, parce qu'il y a un large recours à des solutions Microsoft au sein de l'État, c'est une réalité, je ne me prononce pas sur le fait que ce soit bien ou pas bien, c'est comme ça. Nous, notre action vis-à-vis de l'UGAP, principalement, consiste à nous assurer que les solutions recommandées par l'ANSSI, notamment les solutions bénéficiant d'un visa de sécurité, figurent bien dans les catalogues de l'UGAP et donc figurent parmi les choix offerts aux acheteurs publics quand ils vont piocher dans les catalogues de l'UGAP. Nous avons la même démarche avec un certain nombre de marchés cadres interministériels qui sont portés par la direction des achats de l'État, mais là encore sans vocation d'exclusivité qui n'aurait là encore pas de sens. N'inscrire au catalogue de l'UGAP que des prestataires de cloud français en l'état du droit au sens large, que ce soit la circulaire cloud au centre ou la loi SREN, ça ne couvrirait pas les besoins qui ne se voient pas imposer un recours à des prestataires Secnum Cloud, donc les besoins qui ne sont pas sensibles. Donc peut-être, est-ce qu'il faut changer le droit? La question vous appartient plus qu'à moi, mais en l'état du droit, il n'y a pas de raison qui conduirait à exclure des solutions Microsoft ou d'autres fabricants américains au hasard des catalogues de l'UGAP. Non, mais pardon, allez-y, monsieur le rapporteur. Pour vous, dans le L-Data Club, L-Data Hub, pardon, on peut dire club parce que c'est le club des chercheurs, de dire, voilà, on aurait eu possibilité de prendre des acteurs français. Alors,
Cette question-là, mais je pense que vous avez eu différentes réponses sur le sujet, mais elle ne se prête pas à une réponse simple. Quand le Health Data Hub, la plateforme des données de santé, et à l'époque il s'appelait Health Data Hub, a été lancé en 2019, est-ce qu'il aurait été possible de le faire exclusivement en recourant à des acteurs français? Oui, mais ça aurait coûté beaucoup plus cher et ça aurait pris beaucoup plus longtemps, parce que ça aurait nécessité des développements substantiels qui n'étaient pas présents dans les offres de cloud françaises. Est-ce qu'aujourd'hui, en repartant de zéro, il serait possible de faire la plateforme des données de santé avec des hébergeurs français? Oui, et alors ça coûterait sans doute un peu plus cher, et ça prendrait sans doute un peu plus de temps, mais ce serait beaucoup moins vrai qu'en 2019 parce que les offres ont progressé. Donc le différentiel s'est amoindri. Quant à la question encore une question différente de est-ce qu'il serait possible aujourd'hui de sortir la plateforme des données de santé du cloud Microsoft pour le basculer dans un autre cloud? La réponse est oui, mais c'est une opération non triviale, qui a un coût, qui nécessite des redéveloppements. On a toujours un des discours assez simplistes sur la réversibilité, la portabilité. La réversibilité garantie par un prestataire de cloud, ça vous garantit que vous pouvez récupérer vos données et vos développements. Ça ne vous garantit pas que vous prenez ça et vous le mettez dans un autre cloud, ça va marcher. Vous êtes sûr que ça ne marchera pas. Il y aura des choses à redévelopper, il y aura des interfaces qui seront différentes, il y aura des choses comme ça. Donc, alors je ne m'engagerai pas sur des délais dans le cas particulier de la plateforme des données de santé, mais des migrations de cloud dont j'ai connaissance, pour passer d'un cloud à un autre, c'est des redéveloppements sur des systèmes un peu complexes comme celui qu'on a en tête. C'est 1 à 2 ans de travail. 1 à 2 ans pendant lesquels on ne fait pas autre chose. Donc voilà, c'est un choix qui est tout à fait possible, qui d'ailleurs est demandé assez régulièrement, dont il ne faut pas pour autant sous-estimer l'impact. Donc voilà, donc ces choix de prestataires cloud et à plus forte raison de migration d'un prestataire à un autre, c'est quand même des choses qui ne sont pas neutres. Oui, alors simplement, et je passe tout de suite la parole à Madame Morin-Desailly, ça a bien été dit hier par votre prédécesseur, Monsieur Poupart, c'est qu'on peut avoir un raisonnement de court terme et un raisonnement de moyen long terme. Et encore une fois, nous ne considérons pas que cela relève de votre responsabilité. C'est bien le champ politique et nous aurons l'occasion d'interroger les ministres. Mais c'est toujours la question ça coûte moins cher à court terme, mais en réalité, sur le moyen et le long terme, c'est plus coûteux parce que quand vous évoquez Bleu avec Microsoft, votre prédécesseur nous a bien dit hier que si d'aventure, pour une raison ou pour une autre, les liens technologiques étaient coupés entre, en l'occurrence, les États-Unis et l'Europe, la technologie en question tomberait d'elle-même en l'espace de quelques semaines. Donc là, vous imaginez les coûts, vous le savez mieux que nous, les coûts pour pallier ces différents problèmes, ils seraient évidemment très lourds. Donc toute la question, et c'était valable de notre point de vue dès 2019, quel choix faisons-nous pour en effet structurer ces filières, accompagner leur développement? Vous avez parlé de l'émergence de solutions. Oui, peut-être, même de façon certaine, faut-il accepter d'investir massivement au début, et c'est vrai pour la puissance publique comme pour les opérateurs économiques, OVH nous l'a confirmé, pour disposer ensuite de cette souveraineté qui nous permettra d'une part d'avoir la maîtrise et de réduire les coûts. Et sur le juge américain que vous évoquiez, nous ne sommes pas opposés les uns les autres à la transmission de données si elle s'opère dans un cadre juridique ouvert, classique, avec des droits de la défense. Là, encore une fois, il n'y a pas de débat. Le sujet de la législation extraterritoriale, mais vous le savez très bien, c'est qu'en réalité, il y a la possibilité pour des puissances étrangères de capter de la donnée sans en informer les propriétaires, nuisant là aux droits démocratiques les plus élémentaires. Et donc, sur l'UGAP, le sujet, mais c'est un petit peu ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est de pouvoir proposer des solutions qui soient évidemment sécurisées, mais de notre point de vue, absolument immune aux législations extraterritoriales. Mais encore une fois, ce n'est pas de votre responsabilité directe, mais c'est un enjeu politique. Et je passe tout de suite la parole à Madame Morin-Desailly. Oui, qui souscrit totalement à ce qui vient d'être dit. Et d'ailleurs, vous l'avez admis vous-même, c'est qu'au moment où la plateforme des données de santé était confiée à Microsoft, il y avait possiblement d'autres solutions. Cela aurait coûté, je reprends vos propos, plus cher et ça aurait pris plus de temps. Mais c'était un choix politique.
et après stratégique. Voilà, de stratégie industrielle qui n'a pas été forcément au rendez-vous, et on peut déplorer quelques années plus tard un déficit assez grave d'autonomie stratégique, et nos dépendances sont devenues extrêmement dangereuses. D'ailleurs, on l'a mesuré pendant la crise de la Covid, pendant laquelle il a fallu faire appel de manière très croissante à de l'informatique en nuage. Et c'est un peu comme l'énergie ou le gaz, hein. Quand on est dépendant de ressources extra-européennes et que ce sont les extra-européens qui fixent les prix, au-delà des coupures et des ruptures de technologie, il y a aussi des questions tout simplement de dépendance financière. Donc l'histoire du coût et des conditions financières qu'on met après dans les appels d'offres, tout ça, ça doit se discuter vraiment de manière extrêmement éclairée et complète. Donc voilà, c'était la remarque pour compléter les propos excellents de notre président. Le rôle de l'ANSSI est absolument fondamental dans les discussions que nous avons, tout comme l'est celui d'ailleurs de la CNIL. Vous êtes les deux autorités de régulation indépendantes sur lesquelles, bien entendu, les politiques publiques doivent s'appuyer. Et d'ailleurs, votre rôle a été renforcé par la transposition de la directive Nice 2, qui est encore en cours de débat au Parlement, puisqu'on attend aussi que tout ça soit définitivement adopté après le passage à l'Assemblée nationale. Mais vous vous êtes vu conférer dans le cadre de cette loi, d'ailleurs c'est un amendement personnellement que j'ai porté, le rôle absolu d'avoir un travail important avec les ministères concernés pour profiter de l'opportunité selon laquelle les entreprises soumises donc à cette directive, les collectivités seront en recherche de solutions pour renforcer leur cybersécurité. Donc il y a une opportunité pour la filière de se développer, de se renforcer, de s'enrichir et justement de permettre cette autonomie stratégique. Donc j'imagine que vous anticipez de la manière dont vous allez travailler, vous l'avez dit, la DINUM, les ministères concernés, pour que, à travers la commande publique, encore une fois, il y ait une doctrine quand même qui s'établisse, faire en sorte que la commande publique soit un levier pour permettre tout cela. Donc, comment travaillez-vous? Première question. Deuxième question, j'imagine, puisque vous êtes cité dans le projet de décret d'application de l'article 31 de la loi SREN, et vous avez évoqué la loi SREN, qui allait sanctuariser, en fait, l'histoire du référentiel SecNum Cloud. Ce projet de décret est consultable, puisqu'il a été notifié à la Commission européenne, donc on en dispose, on l'a même sous les yeux. Que pensez-vous de la rédaction de ce décret, qui, je tiens quand même à le dire, est assez alambiqué, tellement alambiqué qu'on a l'impression quand même tout est fait pour que finalement ça ne s'applique pas franchement, cette obligation pour les données définies comme sensibles, d'avoir recours à des solutions françaises et européennes. Donc je voudrais avoir votre point de vue là-dessus. D'ailleurs, sont énumérés un certain nombre de critères qui peuvent être finalement les critères auxquels dont on se serve pour la commande publique, le besoin fonctionnel auquel l'offre est en mesure de répondre, ce qui me semble d'ailleurs assez vague, les conditions financières, les conditions opérationnelles techniques, les conditions de réversibilité, etc. Voilà. Pensez-vous que d'ailleurs c'est dans un décret qu'on doit mettre précisément pour le débat que nous évoquons les conditions financières? La sécurité n'est-elle pas après tout comment dirais-je, suffisamment importante pour qu'on n'établisse pas ça comme une condition en tout cas préalable et exclusive? Je voulais avoir votre point de vue, vous qui travaillez aux questions de sécurité, c'est votre mission première. Voilà, donc merci infiniment de répondre à ces questions. Et dernière question, ultime question, parce que je l'ai noté ici, vous dites que Microsoft n'est pas SecNum Cloud, voilà, n'aura pas la certification SecNum Cloud. Qu'en est-il de Bleu, qui dans son offre comporte des technologies de Microsoft associées à Orange et Capgemini? Alors peut-être que dans le montage, ceux qui ont recours à Bleu ou veulent avoir recours à Bleu nous garantissent que le montage, alors moi je ne connais rien en technologie, en informatique, mais quand même on se dit, est-ce que ce n'est pas finalement un montage pour permettre quand même à Microsoft de continuer à travailler? Merci, Monsieur Ruel. Donc je rejoins les réflexions de mes collègues. Donc bien que la menace cyber soit désormais reconnue, une traduction concrète de cette priorité dans les marchés publics semble demeurer insuffisante.
Une étude de l'Observatoire des achats responsables montre que moins de 15% des appels d'offres numériques publics comportent des clauses spécifiques et pondérées liées à la cybersécurité. Cela crée un déséquilibre. Les fournisseurs les plus exigeants et rigoureux, souvent français, ne sont pas favorisés dans les appels d'offres, alors même qu'ils offrent des garanties supérieures. Estimez-vous que les critères de cybersécurité sont aujourd'hui suffisamment intégrés dans les appels d'offres publics, contrairement à ce que je viens d'avancer, hein? Sinon, quelle évolution recommandez-vous? Après, sur la partie Secnum Cloud, bon, je pense que c'est vraiment quelque chose de très bien. Par contre, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir à peu près le nombre d'entreprises certifiées, hein, et qu'est-ce que ça représente au niveau du marché global. Ensuite, peut-être faudrait-il identifier et valoriser des bonnes pratiques françaises, hein, parce que par exemple, on a des grandes collectivités, Île-de-France, Lyon Métropole, des grands opérateurs publics, CNAV, UGAP, qui ont mis en place des marchés numériques intégrant des critères de souveraineté et de cybersécurité. Ce sont des initiatives qui semblent rester dispersées sans mutualisation ni doctrine nationale. Peut-être manque-t-il une capacité de pilotage pour en tirer des enseignements, et comment faites-vous pour intégrer tout ça, ces expériences? De la même manière, si on regarde ce qui se passe en Europe avec l'Espagne et l'Allemagne, quelle synergie tire-t-on de ce que font ces pays qui ont une démarche assez structurée et qui pourraient certainement nous profiter? Merci. Merci aux collègues, Monsieur Strubel, pour les réponses. Alors ce n'est pas une question, mais une remarque sur le fait que vous avez qualifié la CNIL et l'ANSSI d'autorité indépendante, juste pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. L'ANSSI n'est pas une autorité indépendante au même sens que la CNIL, puisqu'elle est un service du Premier ministre et donc une émanation directe de l'exécutif. Et c'est très bien comme ça, au demeurant, compte tenu du sujet éminemment régalien que nous portons, et que, au demeurant, la coopération est efficace et naturelle avec la CNIL, mais dans le respect du rôle de chacun. Par où commencer? Peut-être sur la technologie bleue. Alors, vous ne m'entendrez pas dire que bleu va être qualifié Secnum Cloud, parce que là, ce serait préjugé d'un travail d'évaluation qui doit être mené, mais rien ne s'oppose dans notre analyse à sa qualification, au sens où le montage capitalistique qui associe Capgemini et Orange pour exploiter de la technologie Microsoft est conforme sur le papier aux exigences capitalistiques de Secnum Cloud. Ça veut dire que dans notre analyse, la technologie Microsoft tournant dans un cloud bleu, on pourrait dire la même chose de sens avec la technologie Google, ne sera pas soumise à la captation au titre du Cloud Act ou du FISA. On a fait une lecture régulière depuis sa parution. Pourrait-on avoir les documents de cette lecture, s'il vous plaît? Je ne sais pas quels écrits, mais on va regarder. Mais pour le dire simplement, le Cloud Act s'impose à tout opérateur. Alors, peut-être une subtilité du Cloud Act, il ne s'impose pas qu'aux opérateurs de cloud, il s'impose à tout opérateur de solutions de communication électronique également. Donc un WhatsApp, etc., c'est la même chose. Je ne vais pas ouvrir un nouveau angle de questionnement, mais c'est une remarque qui me semble importante. Le Cloud Act s'impose, et il en va de même des autres lois du même registre, en tout cas côté américain, parce qu'évidemment je ne ferai pas une exégèse du droit chinois, je n'y risquerai pas, mais s'applique à des acteurs qui sont dépositaires des données, ou qui en ont le contrôle. Les termes en anglais, je m'excuse de l'anglicisme, c'est « control or custody of data ». Dans un montage comme bleu, Microsoft fournit la technologie, mais ne voit pas les données. Et les choses sont architecturées de telle sorte qu'il est fournisseur de logiciels, comme d'autres fournisseurs de logiciels. Alors il fournit le logiciel un peu complet, socle du cloud, mais il ne voit pas les données, il n'y a pas accès, et les données sont sous le contrôle exclusif d'acteurs européens. Donc de ce point de vue-là, ça coche la case de l'immunité au droit extraterritorial. Est-ce que ça remplit un objectif autre de non-exposition à des dépendances vis-à-vis de technologies américaines? Évidemment que non. C'est un autre sujet. Là, on n'est plus dans le champ visé par Secnum Cloud. Est-ce qu'il faut se poser la question de notre dépendance quasi exclusive à un certain nombre de technologies? Évidemment que oui, mais c'est un champ qui dépasse largement la cybersécurité.
qui n'est pas exclusif à ces montages au demeurant bleu sens reposant sur des technologies Microsoft ou Google hébergées par des acteurs européens. Dans un cloud purement français, vous avez aussi de la technologie américaine. Vous avez des machines virtuelles qui reposent sur VMware potentiellement et qui sont exposées, tout le monde en a fait la meilleure expérience, aux fluctuations des coûts de licence. Parce que quand Broadcom a racheté l'entreprise VMware, ils ont fait exploser les coûts de licence et tout le monde en a pâti, y compris les clouders français. Donc les clouders français, je m'excuse du barbarisme de clouder, mais ils mettent en œuvre un ensemble de technologies, mais ils ne sont pas non plus par nature totalement protégés de la dépendance à des technologies. Oui, alors juste simplement pour être précis aussi, pour éventuellement les citoyens qui nous regarderaient, c'est-à-dire qu'on entend bien ces arguments-là, mais pour nous, ils ne sont pas valables dans la mesure où c'est comment nous créons les conditions pour protéger efficacement nos données et dire d'une certaine manière, parce qu'en effet, on entend un certain nombre de personnes, de structures que nous avons déjà pu auditionner, nous dire oui, mais enfin finalement, les alternatives, elles ne cochent pas forcément toutes les cases, etc. Donc, d'une certaine manière, vous poursuivez une chimère. Nous restons convaincus que nous pouvons réunir les conditions et que nous devons réunir ces conditions. L'objectif des auditions que nous menons, c'est de pouvoir identifier précisément ces conditions. Et donc là, moi, je prends votre propos comme une invitation justement à exercer encore plus fortement notre devoir de vigilance pour, au contraire de ce que vous pourriez peut-être laisser entendre, je n'ai pas dit que c'était votre intention, mais laisser dire, bon, à partir du moment où de toute façon il y a des trous dans le gruyère, d'une certaine manière, n'essayez pas de viser la perfection. Or là, on voit bien que c'est un sujet extrêmement sensible, vous le savez évidemment mieux que nous, et que les données sont devenues le nouvel actif stratégique par excellence. Donc là, nous devons mettre tous les moyens pour les protéger efficacement. Pour préciser le sens de mon propos, je pense que nous sommes largement d'accord, Monsieur le Président. Moi, je ne suis pas sur un discours défaitiste, au contraire. Je dis juste que Secnum Cloud, par les critères qu'il porte, protège les données contre des accès extraterritoriaux, ne gère pas la difficulté plus vaste qui est celle de la dépendance à des technologies non européennes, non françaises. Et là encore, je ne suis pas en train de dire ce qu'il devrait être, je dis ce qu'il est aujourd'hui. La situation, c'est une réalité, nous avons une large dépendance. Est-ce que c'est regrettable? Sans doute. Comment on peut le résorber? Je n'ai pas la solution complète. En tout cas, j'ai la conviction que ça ne se fera pas en quelques semaines, quelques mois, voire même seulement quelques années. C'est un chantier de long terme et un chantier qui aura un coût. Une remarque alors qui s'applique, je pense, en réponse aussi aux discussions sur le projet de décret d'application sereine. Je serais assez prudent par nature, là encore, avec cette casquette qui est la mienne de n'être qu'un fonctionnaire des services du Premier ministre, pas chargé des arbitrages finaux sur le décret. Donc, je peux juste vous dire que, évidemment, et la discussion se poursuit au-delà de la version que vous avez vu sortir, au titre de son examen au Conseil d'État. Qu'évidemment tout ça est extrêmement complexe quand il s'agit de définir des exceptions parce que là encore, une migration cloud, c'est une réalité, là encore, elle est regrettable, mais ça ne se mène pas du jour au lendemain, et donc ça s'inscrit dans la durée, ça a un coût, et que pour autant, il ne faut pas non plus tomber dans le travers inverse, que j'entends beaucoup, et autant dans le secteur privé que dans le secteur public, j'y reviendrai, consistant à dire, nous, évidemment, on veut migrer dans du cloud souverain. On le fera dès qu'on aura un cloud qui fait exactement la même chose que le cloud Microsoft ou Amazon ou Google, avec le même niveau de performance, les mêmes interfaces et le même coût, si possible moins cher. Ce qui est une manière très alambiquée de dire quand les poules auront des dents. Donc ça, évidemment. Donc il faut acter le fait que migrer dans un cloud de confiance, souverain, appelons-le comme on veut, moi je me méfie du terme souverain parce qu'il a des contours assez flous, mais migrer dans un cloud de confiance, européen ou français, ça a un coût. Qui est moindre sans doute que ça ne l'était auparavant. Ça nécessite un travail intense de redéveloppement, de spécification, peut-être d'architecture de différentes solutions. C'est un coût qui est justifié dans beaucoup de cas, qui ne peut pas être décrété de manière systématique à l'instant T, qui doit s'inscrire dans une stratégie de long terme et qui relève d'une décision... Je me permets juste...
quand on parlait de coûts, on parle de combien, enfin, pour avoir une idée de... Non, mais c'est parce que si on parle de centaines de milliards, je peux comprendre, mais c'est quoi le coût qui serait important à vos yeux? Vous faire une réponse très générique, j'en serais bien incapable. Juste pour fixer les idées, là encore, dans les exemples que j'ai en tête de systèmes un peu complexes dans le secteur privé comme dans le secteur public qui ont migré d'un cloud à un autre, c'était un projet de développement logiciel et d'intégration qui a mobilisé l'essentiel d'une équipe informatique pendant 1 à 2 ans. Donc voilà, c'est ça le coût de... Voilà. Donc c'est des choses qui sont chiffrables, mais qui sont quand même très tributaires d'un certain nombre de choses. Mais c'est une décision d'autorité, alors politique ou pas politique, hein, mais qui s'inscrit dans une stratégie, qui s'inscrit dans une notion de priorisation. Je me permets, alors vous allez voir ça comme un réflexe corporatiste, mais je ne peux pas m'empêcher de dire que l'État en la matière est sans doute plus exemplaire que les acteurs du secteur privé ou que ses voisins européens. Je pense que la circulaire Cloud au centre, c'est une exception dans le paysage européen et international où tout le monde a plutôt privilégié le cloud first, pour le dire en anglais, c'est-à-dire on met tout dans le cloud sans se préoccuper. Ça ne nous exempte pas du travail que nous menons en posant comme objectif politique tout à fait essentiel l'acquisition de cette cette autonomie stratégique. Et quand vous évoquez le problème, ça va prendre du temps, le coût, le machin, le truc, ça nous fait mesurer à quel point est grande la responsabilité de ceux qui, à l'époque, ont plutôt privilégié la facilité d'avoir recours à une solution existante plutôt que de réfléchir stratégiquement. Et le politique est responsable, hein, voilà, c'est pour ça qu'on va les auditionner. Mais d'ailleurs, la directrice de la plateforme des données de santé, Stéphanie Comte, nous a dit, donc j'espère que du coup on pourra migrer très facilement, parce qu'elle nous a dit, j'ai toujours veillé à ce que la réversibilité soit au rendez-vous dès le départ. Voilà. Avec ce petit bémol que je rappelais tout à l'heure, que la réversibilité, ça veut dire que vous pouvez récupérer le code logiciel et les données pour les faire tourner, pour parler d'un terme trivial, dans un autre cloud. Il y a quand même des choses qu'il va falloir redévelopper. Hein. Donc c'est pas voilà, c'est pas parce que la réversibilité est garantie. Heureusement qu'elle l'est, mais c'est pas pour autant que ça fait une transition naturelle. Ça permet juste d'engager une transition, mais qui a un coût. Puisqu'elle nous avait dit, c'est que le plan était prêt, mais qu'on était encore très loin de la mise en œuvre. Donc. Je ne pourrais pas vous en dire plus parce que là encore je ne suis pas responsable de la plateforme des données de santé ni des arbitrages précis. Voilà, donc je pense que je vous renvoie à ces propos en la matière. Sur le fait que l'État est exemplaire en la matière, c'était pas une forme de vantardise, mais peut-être que moi j'insiste dans cette plateforme qui m'est donnée et dans les travaux qui ont une vocation de pédagogie que vous menez aussi, il y a aussi un enjeu essentiel d'éduquer ou de former ou de sensibiliser les entreprises à cette donnée-là, parce que moi je vois, et je ne donnerai pas d'exemple précis parce que je m'astreins à une forme de secret médical en la matière, de grands patrons d'entreprises stratégiques qui me disent moi c'est pas mon problème, je mets tout dans un cloud non européen, alors qu'il devrait se poser exactement la même question que s'est posé l'État, avec une réponse qui est peut-être différente et qui a des paramètres différents, mais qui se traduit par la circulaire Cloud au centre, de dire il y a quand même un travail à mener sur l'identification des données plus sensibles, des cas d'usage, et une architecture de cloud hybride, c'est comme ça que c'est connu sur le marché, disant aujourd'hui, aucun acteur de taille suffisante ne devrait se tourner que vers un seul fournisseur de cloud. Tout le monde devrait avoir un portefeuille de fournisseurs de cloud, là aussi pour des raisons de dépendance, y compris d'enjeux financiers. Et dans ce portefeuille-là, moi j'ai la conviction qu'il y a une place pour un cloud de très haut niveau de sécurité, Secnum Cloud, et une place pour d'autres clouds pour des niveaux moindres, parce que tout le monde a besoin de faire des expérimentations, d'agir rapidement, de faire des choses qui coûtent pas cher, et la sécurité de niveau maximal ne se justifie pas dans tous les cas. Sur les... Peut-être pour ne pas oublier trop de questions, la traduction des exigences de cybersécurité dans les appels d'offres, hein, il y a toujours une marge de progression. On a progressé en la matière. Notre travail là, sur ce sujet-là se concentre sur armer les acheteurs publics en leur donnant des clauses types, en les formant, en les sensibilisant. Il y a un travail par ailleurs qui doit être qui est remis sans arrêt sur le métier, qu'on mène de manière perpétuelle, de sensibilisation aussi des décideurs, parce que laisser ça à la seule responsabilité des acheteurs, c'est quand même pas traiter le problème au bon niveau. Les proportions évoquées là, tout à l'heure qui paraissent raisonnables, c'est quand même relativement réduit. Alors je saurais pas, je m'aventurerai pas à donner des proportions de combien de marchés publics incluent des clauses de sécurité. Je ne prétends pas avoir une vision exhaustive en la matière.
Ce que je sais, c'est que nous allons travailler notamment sur ce volet-là, en lien avec la transposition de Nice 2, pour veiller à ce que ce soit simple à transposer pour un acheteur public les exigences de Nice 2. Ce qui me renvoie à la question du travail sur l'opportunité que présente Nice 2. Nous travaillons alors à la fois avec les acheteurs pour essayer de formuler les exigences dans un cadre de marché public pour les collectivités notamment qui sont soumises à Nice 2. Nous travaillons aussi avec l'écosystème des acteurs français avec, je pense, un constat qui est partagé par les acteurs privés, qui est qu'il y a énormément de pépites dans l'offre de cybersécurité nationale. En revanche, c'est quelque chose qui reste très morcelé. Et aujourd'hui, ça fait partie des limites et il faut sans doute y apporter des solutions qui n'appartiennent pas entièrement à l'État, hein, je le précise, consistant à dire, vous vous tournez vers un acteur majeur américain ou international, le Magic Quadrant du Gartner, c'est des gens qui ont une offre complète. En 3 clics, vous avez tout ce qu'il vous faut, le pare-feu, le service de détection, les sauvegardes, le conseil, etc. Si vous voulez faire de même sur une offre française ou européenne, vous êtes obligé de vous tourner vers une multitude de PME, et on peut se féliciter d'avoir ces PME qui portent des solutions de très grande qualité, mais il n'y a pas aujourd'hui un guichet unique dans le domaine industriel du secteur privé sur lequel vous pouvez tout acheter, où ça commence à émerger. Mais c'est un vrai besoin, et c'est ce qui fait, là encore, que oui, il y a une solution de facilité pour un acheteur et qui n'est pas un état de fait dont je me réjouis. Acheter auprès du leader du marché, c'est avoir des choses très simples sur lesquelles en une seule commande, on a accès à tout. Donc il y a un travail à mener avec les offreurs nationaux pour faire en sorte qu'on fasse converger. Alors, je ne dis pas qu'il y a forcément de la consolidation capitalistique, même si ça fait peut-être partie des besoins. Et là encore, ce n'est pas l'État qui va préconiser des choses en la matière, mais au moins de la chasse groupée et des catalogues. Alors, c'est pas qu'une question de catalogue, c'est une offre de services cohérente et combinée. Alors, l'État ne peut pas dire aux entreprises voilà les produits que vous devez vendre et voilà comment vous devez les vendre et voilà avec qui vous devez coopérer. On peut l'encourager, on peut être facilitateur, on le fait à travers par exemple les contrats les comités stratégiques de filière, d'industrie de sécurité, de numérique de confiance qui permettent d'organiser un dialogue entre l'État et les différents acteurs du secteur privé, à travers aussi les campus qui sont des lieux d'émergence aussi, campus cyber, national ou régionaux, c'est des endroits où on va retrouver une multitude d'offreurs de solutions de cybersécurité et aussi des bénéficiaires. Et donc c'est un lieu d'amélioration continue des offres qui permettent aux offreurs de travailler ensemble et aussi de travailler avec les bénéficiaires. Un des bémols aussi, des limites d'un marché public, c'est quand vous candidatez à un marché public, il y a des critères, ils visent à garantir une équité de traitement, il y a un certain nombre de critères de transparence. Vous êtes retenu, tant mieux pour vous. Vous n'êtes pas retenu, vous n'avez pas forcément un retour très détaillé. Vous avez peut-être votre note, mais il n'y a pas un endroit où on va vous dire voilà ce qui manque dans votre offre. Donc ça fait partie des rôles que peuvent aussi animer des campus cyber en s'assurant que suite à des appels d'offres manqués par des acteurs français, on peut organiser une forme de dialogue pour dire, et qui ne s'inscrit plus dans le cadre du marché public, mais simplement faire un retour. Dire, voilà, qu'est-ce qui manque dans votre offre et qui ferait que demain, au prochain marché public, elle serait compétitive. Donc ça, c'est certainement quelque chose qu'il faut creuser. Parfait. Merci beaucoup. Je suis désolé parce qu'en fait, nous enchaînons les auditions et nous avons déjà commencé à prendre un petit peu de retard, mais les sujets le méritaient amplement. Merci beaucoup, monsieur le directeur général, pour vos réponses, votre témoignage. Nous ne manquerons pas de revenir vers vous pour obtenir davantage d'informations ou de documents, comme nous avons déjà pu vous le dire au cours de cette audition. Donc n'hésitez pas dans les tout prochains jours à nous faire retour et au besoin, nous reviendrons vers vous. Merci.